La question de donner ou de rendre à des éleveurs de la plaine des Palmistes, bien sûr, de la plaine des Caves, et en tout cas de la Réunion, qui ont perdu leur cheptel depuis des années, cette bagarre menée par la DEFAR, l'Association de défense des agriculteurs de la Réunion, ne continue en tout cas parce que la justice n'a pas été rendue à ces agriculteurs. On va en parler avec la DEFAR, ça sera donc dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Nicole Abrisca, bonsoir à Arnaud Babillon. Oui, c'est ça. Alors, bonsoir. La bataille n'est pas terminée, loin de là apparemment. Et aujourd'hui, où en est la DEFAR dans cette bataille qui a commencé il y a déjà des années? Alors, où en est la DEFAR? Donc, on est, en tout cas, donc nous, sur une grosse action, en fait, au niveau de notre marche. Les procédures judiciaires, en fait, continuent pour ceux qui étaient en cours. Et au niveau de la DEFAR, donc nous aussi, donc on continue donc les procédures judiciaires. La nouveauté pour nous, c'est que cette marche qu'on a engagée donc depuis le 5 décembre entre effectivement donc dans le cadre un peu des revendications des Gilets jaunes. Et c'est une action donc qu'on a voulu marquer et qui fait le lien avec ces procédures judiciaires et la réparation des droits des éleveurs. On va faire une chronologie, ça remonte à quand, cette action menée par la création de la DEFAR et les problèmes connus par les agriculteurs? Entre autres, ça a commencé à la plaine des Palmistes d'ailleurs. Alors oui, alors effectivement, c'est une histoire qui a commencé à la plaine des Palmistes, donc avec un éleveur donc qui n'avait plus effectivement donc les moyens de se nourrir, qui s'est retrouvé avec un cheptel effectivement donc décimé en 2006. Et 12 ans après, donc on est, on va dire, dans la situation. Donc il y a toujours en fait des animaux qui meurent, des éleveurs qui se retrouvent, qui sont longtemps donc déjà ruinés et qui se retrouvent toujours donc endettés ou alors sans revenus, sans autre activité en tout cas. On va juste rappeler que le début de cette affaire remonte avec un cheptel qui est venu de la métropole. Et avec une maladie particulière? Alors, dans l'histoire même de la... Alors, en recherchant effectivement donc, et en accompagnant donc, les éleveurs, on s'est rendu compte que les premiers animaux qui étaient livrés effectivement donc, sur l'île en 1988, qui a été commandé par la Cicalée, étaient déjà en fait contaminés. Et suite à ça, donc nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en 2003, sur le bateau, en fait, pareil, là, commandité par Sicarevia, donc cette fois-ci, donc on s'est retrouvé donc avec une nouvelle maladie, donc en fait la LIBR. C'est une maladie en fait infectieuse donc pour les bovins, donc une souche en tout cas virulente qui n'existait pas ici. Et donc là il y a eu une explosion donc de maladies dans les différents cheptels donc de la Réunion et on s'est retrouvé donc avec plein d'autres maladies respiratoires. On s'est retrouvé avec la BVD, avec la chlamydiose, avec la fièvre Q, etc. dans nos cheptels. Alors, qu'est-ce qui explique que malgré toutes les démarches, d'abord des agriculteurs, ensuite regroupés au sein de la DEFAR, qu'est-ce qui explique que ça n'a pas abouti pour l'instant? Alors, on n'a pas forcément donc la réponse. Au tout départ, c'est vrai que ceux qui se sont lancés dans des procédures judiciaires sont partis en fait de manière individuelle. Ils sont partis en fait en privé. Et les avocats en fait qui ont pris en route qui ont pris en charge en fait les procès n'ont pas forcément eu toutes les informations techniques concernant effectivement l'élevage. C'est très particulier. Au fur et à mesure des avancées dans les procédures, donc on a eu à un moment donné au niveau de la cour d'appel, ils ont fait en tout cas appel à un expert. Et ça nous a aidés. Et grâce à cet expert, justement, il y a eu donc des expertises. Il y en a eu 25 pour les procédures des éleveurs. Et ça avait déjà changé la donne par rapport donc déjà au contenu et aux conclusions donc dans les rapports d'éleveurs. Alors, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas avancé? Alors, c'est vrai que nous, on se rend compte que on fait effectivement donc ce lien pour dire effectivement que les animaux étaient contaminés, malades depuis la métropole, que ça a été effectivement commandité par les filières, mais on se rend compte que malgré tout,
donc les éleveurs sont déboutés. Alors, donc nous, on n'est pas à la place des juges, on n'est pas forcément, experts. Donc voilà, le constat est là. Mais par contre, au niveau de la DEFAR, nous, les deux arrêtés, donc l'arrêté préfectoral et l'arrêté ministériel, donc qui a été effectivement qu'on a attaqué. Donc pour cela, on a eu gain de cause. Même si entre-temps, eux, ils ont réécrit ou republié donc d'autres arrêtés qui vont toujours dans le sens du non-respect de la réglementation, mais la DEFAR est toujours en procédure judiciaire. On a réattaqué ces différents arrêtés en 2017. Arnaud Babillon, depuis que tout ça est en place, quoi l'apporte à vous? Est-ce que la aide à vous? Est-ce que vous l'avez pu voir un peu les choses différemment? Moi, j'ai rejoint la DEFAR en tant que consommateur et même en tant que consomme-acteur. Parce que je pense que c'est le problème que souligne la DEFAR n'affecte pas plus maintenant que les éleveurs de la Réunion, mais l'ensemble de la population réunionnaise au niveau de sa consommation, que ce soit de viande ou de lait. Et je pense que la population réunionnaise est en droit d'avoir une nourriture saine, est en droit d'exiger de la part des autorités, que ce soit de l'État ou des filières, qu'une prophylaxie normale soit mise en place et que la réglementation soit respectée sur tout le territoire de la Réunion, au même titre que n'importe quel département de France, puisque nous sommes tous soumis à la même réglementation européenne, notamment en matière de développement de l'élevage. Et il est anormal que la Réunion soit considérée comme un département à part dans le développement de l'élevage. Nous sommes tous consommateurs, vous-même vous êtes consommateurs, les éleveurs eux-mêmes sont des consommateurs, et nous n'avons pas le droit d'accepter que la nourriture qu'on nous propose soit de mauvaise qualité. Il fait quoi de savoir que ici à La Réunion, une vache ou un animal avec malgré la leucose bovine est comestible pour la population et qu'en métropole, ça n'est pas comestible? C'est ce que je dis, c'est anormal. On ne peut pas avoir une réglementation qui s'applique sur le territoire métropolitain et qui ne s'applique pas à La Réunion. Nous sommes des consommateurs qui mangeons, qui nous nourrissons chaque jour, 2, 3, 4 fois par jour. Nous avons droit à une nourriture également de qualité. Bon, je ne dis pas que sur le territoire métropolitain, la nourriture est forcément de meilleure qualité. Mais s'il y a une réglementation qui protège les consommateurs, il faut que cette réglementation soit appliquée partout. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire une comparaison entre la viande produite à La Réunion et celle importée du Botswana? Mais c'est très difficile pour un consommateur, en regardant simplement la viande, de dire que celle-ci, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. La plupart du temps, les consommateurs font confiance aux autorités qui autorisent ou n'autorisent pas la vente de tel ou tel produit sur le territoire. Bon, la qualité, effectivement, si on ne connaît pas la qualité sanitaire de la viande, on dirait que la viande, elle est bonne. Voilà. Mais on n'a pas le droit de tromper le consommateur sur la qualité de la viande. Ce qui veut dire que quelque part, on l'a diminué ou de consommation de viande produite à La Réunion? Ah oui, forcément. On est obligé soit de faire très attention, soit de se dire, je ne mangerai plus de la viande pays tant que je n'aurai pas la certitude que c'est une bonne viande. D'accord. Le terrain économique à Nicolas Dabrisca, c'est ce que aujourd'hui l'arme qui pourrait permettre de changer les choses, c'est-à-dire parce que les filières, la filière viande bovine dit que la viande est bonne. Les agriculteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Plaine des Caves disent que ils nourrissent leurs animaux avec de la bonne nourriture, que la viande est bonne parce que il y a tout un process qui les oblige à les vacciner, surtout avant de les envoyer à l'abattoir. Est-ce que cette viande-là, aujourd'hui, elle est à consommer, ou vous, à la DEFAR, vous déconseillez de consommer la viande bovine? Alors, il faut savoir qu'avec nous, au sein de l'association, on n'a plus d'éleveurs, donc déjà, qui ont des animaux.
Donc, ils ont tous été ruinés, donc on n'a plus. Alors, les éléments, par contre, qu'on reçoit, ce sont donc des éleveurs donc, qui ont, que ce soit de la filière donc Cicalée ou de Sicarivia, qui nous interpellent et qui ont, et là je pense que il faut le dire, donc qui ont peur, qui sont sous la pression et qui ne peuvent pas parler en fait ouvertement. Mais nous on sait que les animaux continuent effectivement donc à mourir. On sait qu'il y a effectivement donc des prophylaxies qui ne sont pas forcément toujours faites et que la nourriture donc pour nous c'est une question parce que même au niveau de l'alimentation donc du bétail donc qui provient effectivement donc là de l'URCOPA, on se pose des questions sur cette qualité alimentaire. Et quand on élève des animaux malades, en tout cas nous, faire de l'élevage, ce n'est pas produire des animaux malades, quelle que soit la maladie. Un animal vacciné, un animal qui se nourrit avec des aliments médicamenteux, est-ce ça de la qualité sanitaire pour un cheptel? Est-ce la bonne qualité de viande pour un consommateur? Donc nous, on se pose ces questions-là. On est allé vers ces différents organismes pour qu'ils puissent venir nous répondre sur le parvis. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun d'eux qui nous a répondu pour dire qu'ils viendront nous donner des réponses claires. Nous, ce sont des questions qu'on se pose en amont et on a en tout cas de forts doutes par rapport à cette qualité effectivement alimentaire. Alors aujourd'hui, il y a eu cette action du 5 décembre, débutée le 5 décembre à la Plaine des Palmistes. C'est là où il y a eu le plus de victimes, d'éleveurs victimes donc de cette filière malade, des bovins malades. Et comment ça s'est déroulé et pendant combien de temps vous avez mené cette action? Alors, on a commencé en fait le 5 décembre et à ce sujet, on avait interpellé justement le maire de la Plaine des Palmistes pour qu'il nous donne justement un peu une image, une photographie donc sur sa commune. Donc jusqu'à ce jour non plus, on n'a pas reçu donc de réponse, mais peut-être qu'il le fera donc en cours. Et donc l'idée pour nous, donc c'était vraiment de faire cette marche spirituelle parce que l'objectif était déjà de rendre hommage donc nous à notre ex-président donc Pascal Etève. Et on a voulu faire cette marche en même temps pour dire à la population, pour rencontrer la population et les sensibiliser par rapport à cette action de la DEFAR. Parce qu'on se rend compte que malgré les médias, malgré les articles, ils n'étaient pas au courant. L'autre l'autre objectif, c'était que la DEFAR se déplace vers ces institutions, ces administrations en lien avec le développement de l'élevage pour leur remettre un courrier bien précis selon leur mission, leur rôle, etc. et un rapport. Et ce rapport, effectivement, dévoile qui étaient en fait les auteurs, qui étaient les responsables lors donc de de l'introduction en fait de ces animaux par bateau donc en 2003. Donc et à la fin donc nous de cette marche, l'objectif c'était d'arriver effectivement sur le parvis des droits de l'homme. C'était un lieu symbolique parce qu'on se dit en même temps, dans cette histoire des éleveurs, il y a eu trop de droits qui ont été bafoués, déjà pour l'éleveur. Droit donc déjà au travail, droit à l'alimentation, droit à un logement décent. Mais droit aussi au consommateur parce qu'il a le droit de manger sainement. Il a le droit de savoir comment c'est fait l'élevage. Il a le droit de savoir ce que les animaux mangent réellement avant que ça arrive dans leurs assiettes. Donc pour nous, ce lieu-là donc est important, donc d'où notre démarche. Donc on a pris à peu près une vingtaine de jours donc pour arriver jusqu'à la région. On s'est arrêté momentanément parce qu'il y a eu le cyclone et comme c'était la période des fêtes, donc et on a repris donc en fait ce vendredi 18 janvier et depuis entre l'hôtel de région, on est passé à l'aéroport et on est venu sur le parvis de droits de l'homme où on est là jusqu'à une date illimitée. D'accord, ça veut dire que donc vous êtes dans la démarche donc des Gilets jaunes, vous êtes donc sur ce qu'on appelle avoir les mêmes droits à La Réunion qu'en métropole, que la réglementation qui s'applique en métropole s'applique également à La Réunion. En tant que consommateur ou consommateur, Arnaud Mabillon, comment faire aujourd'hui pour que les consommateurs soient au courant de ce qui est contenu dans leur assiette? Et là, on parle bien sûr de la filière bovine. Il y a déjà donc la traçabilité des produits. Comme a dit Annie-Claude,
de quoi est nourri les animaux avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. La traçabilité des process, comment s'organisent les filières pour produire, pour avoir des animaux, l'engraissement des animaux et l'abattage des animaux, comment est détectée une maladie, comment est organisée une prophylaxie, qu'est-ce qui se passe lorsqu'arrive un animal malade à l'abattoir. Voilà, tous ces points-là, je pense que le consommateur sera rassuré quand tous ces éléments de traçabilité seront définis. Où on va essayer de mobiliser les consommateurs, leur expliquer voilà ce qu'il y a dans votre assiette. Est-ce que ça, c'est un passage nécessaire ? Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas nécessaire. Il faut faire la sensibilisation, la conscientisation des consommateurs. Et c'est pour ça que nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Nous les invitons à venir nous consulter. Nous avons des documents, nous mettrons une base de données à leur disposition. Nous mettrons tous les courriers que nous avons émis à l'attention des décideurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte de ce que l'ADEFAR a déjà fait pour sensibiliser les consommateurs, mais il y a aussi tout un travail à travers nos ateliers qu'on va mettre en place pour leur dire que l'ADEFAR ne se contente pas de dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi de proposer un nouveau modèle, un autre modèle de développement à la fois de l'élevage, mais aussi de toute l'agriculture. Il y a une réflexion à mener pour La Réunion sur comment organiser le territoire à la fois pour produire de la nourriture, mais aussi pour habiter, pour plein d'autres activités humaines. Il faut que tout soit équilibré, un développement équilibré. D'accord. Alors, quelle va être pour cette année 2019 quelle action vous allez mener? Est-ce que vous avez déjà des stratégies que vous avez préparées? Comment allez-vous agir cette année? Alors déjà donc sur cette action en fait donc sur le parvis des droits de l'homme, elle est très particulière. Donc c'est vraiment une invitation en fait qu'on fait en fait vis-à-vis de la population pour qu'elle puisse venir donc déjà s'informer. Donc on propose des petits ateliers à chaque journée. Donc on a une thématique. Aujourd'hui par exemple la thématique donc c'est le lait. On a eu pas mal de rencontres en fait par exemple ce matin donc sur le parvis qui a été très riche. On a eu des témoignages et ce soir par exemple on propose donc un film. Donc il y a un documentaire donc voilà qui est fait et on demande à ce que effectivement donc la population vienne, y participe pour un échange en tout cas citoyen. Et la solution viendra pas seulement de l'ADEFAR, mais viendra aussi de ce que les gens proposent. Donc à chaque journée sur le parvis, donc on a une thématique bien précise selon l'ordre de passage qu'on a eu. Donc ça c'est une première action. Deuxième action, ce qu'on prévoit aussi donc nous c'est une expérimentation qu'on a appelée donc nous polyculture élevage, donc qui a été donc décidée et validée donc en association. C'est mettre à disposition en fait un terrain, donc c'est un éleveur donc même ruiné donc qui a eu donc la chance d'avoir ce terrain et sur ce terrain donc on va faire l'expérimentation de la plantation sans produits chimiques avec des animaux, des souches donc d'animaux donc en fait saines, en tout cas pas des souches saines en tout cas d'animaux et repartir sur une agriculture et ensemble on va voir donc qu'on peut effectivement produire sans forcément avoir des animaux malades et sans mettre des produits chimiques en tout cas dans le sol. Donc c'est une action pour nous qui vaut la peine d'être faite parce que dans la tête des agricultures ils ont du mal en fait à concevoir un développement sans les subventions, un développement sans passer par les filières, un développement sans attendre ou des semences qui viennent d'ailleurs. On a des potentialités ici, on a des compétences ici, c'est ce qu'on dit, allons l'expérimenter entre nous. Donc voilà, ça va être la deuxième, en tout cas, grosse action sur laquelle donc, on est déjà bien en route. À travers cette action, ce qu'on veut aussi démontrer, c'est qu'il est possible de maîtriser complètement la totalité des process. Depuis le choix des semences jusqu'à la préparation du sol, parce que souvent on oublie que pour produire sainement, il faut avoir un sol qui soit sain, donc rétablir la qualité d'un biotope afin de produire de façon le plus naturellement possible. Et on a fait la démonstration déjà que les produits
les fruits et légumes produits de cette façon sont de qualité. Et alors souvent, on nous dit que si on produisait naturellement, les produits seront piqués ou seront tout petits. Ou, voilà. Donc, on a fait la démonstration que c'est possible de produire des produits de qualité sur un sol, à condition que le sol soit sain et à condition que la façon de produire respecte le cycle normal des saisons. Dans ce cas, ça veut dire que cette année, c'est vous qui essayez de proposer quelque chose de différent et de meilleur pour les agriculteurs? À dimension humaine, surtout à dimension humaine. Et donc, on n'a pas l'intention de produire pour toute la Réunion, mais simplement de démontrer qu'il est possible sur un petit espace donné de produire sainement et après de savoir, de penser comment régler tout ce qui permettra aux consommateurs d'avoir accès à ces produits de qualité. Reste la question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui vous avez encore, vous pensez que tous les agriculteurs qui ont été, les éleveurs qui ont été victimes de cette filière qui a dévasté leur cheptel peuvent être encore indemnisés aujourd'hui? En tout cas, au niveau de la réglementation, donc sur cet aspect-là, en tout cas pour la LBE, si la réglementation avait été appliquée, effectivement, une partie du remboursement donc aurait dû être fait. Mais comme la réglementation n'a pas été faite, donc ce qu'on voit nous comme schéma, ce qui se profile, c'est que on laisse mourir les bêtes. On fait réendetter l'éleveur parce qu'il faut qu'il demande une autre subvention pour avoir d'autres animaux. Et ça va être un cercle vicieux. Alors, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va laisser mourir ces animaux? Est-ce que ces animaux vont se retrouver au fur et à mesure de leur maladie dans nos assiettes? Voilà donc la question donc, qu'on se pose. Et ces éleveurs, donc en fait, qui ne sont pas donc en fait de la DEFAR, ce qu'on sait, c'est qu'ils continuent à avoir des animaux, en tout cas, qui crèvent. Que ce soit des petits ou des gros éleveurs, ça continue. Nous, quand on entend que, par exemple, pour la LBE, il ne reste plus que 15% des élevages qui sont atteints de LBE, on se pose la question, mais où sont passés tous ces animaux qui étaient malades? D'accord. Est-ce qu'ils ont été amenés à l'abattoir? Est-ce qu'ils sont morts et qu'on les a amenés à l'équarrissage? Je pense que c'est sans bouquet. Mais en fait, ce sont de bonnes questions et c'est vrai qu'on n'a plus les données. Et ça aussi, c'est une problématique qui, pour nous, relève aussi, en tout cas, d'un de nos questionnements, donc là, sur les parvis de droit de l'homme. Et ce sont donc, par exemple, ces questions qu'on a posées à tous les représentants d'administration. Ces organismes reçoivent des fonds publics, des fonds de l'Europe pour leur développement. Et le citoyen ne peut pas avoir accès à ces documents. Comment déjà comment est-ce qu'on peut avoir ces données et pourquoi est-ce qu'on ne met plus à disposition ces données effectivement pour le citoyen. Donc c'était des questions donc qu'on avait posées donc au préfet, président de région, au président du département. Donc voilà. Parce qu'une fois qu'on saura qu'effectivement il n'y a plus d'animaux malades, on ne se posera plus toutes ces questions et on pourra alors commencer à construire quelque chose de nouveau. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le rond-point du parvis des droits de l'homme et vous allez y rester. Vous ne savez pas jusqu'à quand? Non. Alors, ce qui est sûr, c'est que donc là, toute cette semaine, on est donc dans l'attente des réponses en fait des différentes administrations sur le parvis, donc jusqu'à ce week-end. Et donc on fera après donc un état des lieux, donc on informera la population des réponses de ceux et celles qui viendront donc en fait sur le parvis des droits de l'homme, qui est juste en fait en face devant le théâtre du Champ Fleuri. Voilà. D'accord, merci Annie-Claude. J'allais dire Annie-Claude Adabrisca. Oui. Merci et merci à Arnaud Babillon. Donc vous êtes de la DEFAR, l'association de défense des agriculteurs de la Réunion. On aura l'occasion de vous réinviter ou alors vous nous faites savoir quand vous voulez revenir parce que vous avez d'autres informations à nous donner. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci à vous de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.